Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir. Donc, je suis Sophie Vigé, je suis la directrice générale de 42, de l'école 42. Voilà, alors évidemment, c'est une soirée spéciale femmes, donc je ne vois que des femmes, ce qui me réchauffe mon cœur, vraiment sincèrement. Merci beaucoup à toutes d'être ici. Je voulais vous présenter 42 en quelques mots, mais je ne sais pas si vous connaissez, il y en a qui connaissent déjà très bien 42, parce que je vois des étudiantes. Mais peut-être, si vous connaissez 42, vous pouvez lever la main, comme ça je vois... Ouais. Bon, ben, il y a quand même une grande partie d'entre vous, très rapidement, vraiment très court. Les deux choses vraiment principales à savoir sur 42, d'abord, c'est que c'est une école qui est vraiment ouverte à toutes et à tous, sans condition d'âge, sans condition de diplôme. Alors, sans condition d'âge, ce n'était pas le cas à mon arrivée. Et une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle j'ai motivé le fait d'enlever la limite d'âge qui était à 30 ans, c'était justement pour avoir plus de femmes. Je vous explique tout de suite après, en tout cas, sans limite d'âge et évidemment totalement gratuite. Donc, ce qui fait que ça ouvre le champ des possibles. On essaye de faire que l'IT soit une opportunité pour toutes et pour tous. La diversité est un élément extrêmement important et essentiel à 42. C'est une des forces de 42. Donc ça, c'est une chose. Et c'est l'aspect peut-être un petit peu social, hein, équité, inclusion de 42. Et de l'autre, on a une pédagogie qui est dite innovante. Pour de vrai, c'est pas du tout innovant, mais c'est pas grave. C'est une pédagogie qui est basée sur de nombreuses théories pédagogiques qui sont celles de Montessori, de Jacotot, de Dewey. Enfin bon, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à tout ça, mais qui a pu être poussée à bout et qui a pu être menée à l'échelle, et qui est une pédagogie qui est basée sur le fait qu'il n'y a pas de sachant. Donc ça se rapproche un peu du maître ignorant de Jacques Rancière, et qui part du principe que en fait, l'intelligence est répartie pareil partout, que vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui sait pour vous enseigner, mais vous pouvez par vous-même, par votre propre volonté, et en faisant des recherches, apprendre et apprendre avec les autres. Donc c'est une pédagogie où il n'y a pas de prof. Donc il n'y a personne pour vous dire tu viens à 8h et tu fais comme ci et tu fais comme ça et toi j'aime pas ta tête et du coup voilà. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien de tout ça. C'est très ouvert, c'est très libre. Le bâtiment est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, les apprenants viennent quand ils le souhaitent, quand ils en ont envie. Et on a un système, un intranet qui est un peu comme un jeu vidéo, un peu, dans lequel il y a des projets, des sujets. Et en fait, vous allez réaliser des projets et puis vous allez être corrigés les uns par les autres. L'intérêt de cette pédagogie, c'est que non seulement ça développe toutes les compétences que vous allez apprendre en apprenant à coder dans différents langages, mais ça apprend surtout plein d'autres trucs essentiels professionnellement et essentiels personnellement. C'est évidemment la communication, la collaboration, la capacité à résoudre des problèmes, l'empathie aussi, parce que vous êtes corrigé, vous corrigez d'autres personnes. Mais ça vous apprend, j'ai l'impression, ou en tout cas c'est ce que j'ai découvert à 42, quelque chose d'extraordinaire, qui est de retrouver la confiance dans votre potentiel, à faire les choses par vous-même et de ne pas dépendre de quelqu'un qui va vous apprendre. Et je me rappelle avoir fait une interview avec Charlotte, une alumni de 42, qui avait raté son bac 3 fois. Je ne sais pas si vous imaginez en France ce que ça donne quand tu as raté ton bac 3 fois et la manière dont les gens peuvent te regarder. Elle avait évidemment plutôt perdu confiance en elle. Et elle est venue à 42, elle a fait une piscine et elle a réussi sa piscine. Et pendant sa piscine, elle aidait des gens qui avaient fait Sciences Po. Donc déjà, elle s'est dit, waouh, je ne suis pas juste de la Ligue de l'Humanité, je ne suis pas une nulle, je peux peut-être faire un truc. Déjà, ça lui redonnait confiance. Et puis, elle a réussi sa piscine. Et puis, elle a fait 42. Et puis, elle a rejoint Melissearch, une super boîte qui a été montée par des étudiants de 42. Elle a un super poste. Elle est hyper bien payée. Elle est hyper contente. Mais elle disait que le truc le plus beau que lui avait appris 42, c'était le fait que, en fait, elle avait plus peur de ce qu'on appelle l'inconnu, tout simplement, en fait. Parce que c'est ça. Et ça, c'est pas que dans l'apprentissage. C'est la vie. Elle se sentait capable par elle-même. Parce qu'en fait, faire les choses, c'est dépendre beaucoup de son désir, d'être capable de comprendre son désir, de prendre des décisions et de les mettre en action. Et qu'elle savait que les choses dépendaient d'elle et qu'elle avait tout le potentiel de faire tout ce qu'elle souhaitait. J'ai trouvé que c'était quand même assez extraordinaire. Et je trouve que cette école a quelque chose, cette formation, je ne sais pas si on peut dire une école, comme il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, mais en tout cas, cette formation a quelque chose de merveilleux qui vous apprend beaucoup la résilience, la pugnacité, le fait de se réaliser aussi à travers les autres et avec les autres. Et donc, cette école porte en elle l'inclusion, l'équité. Et j'ai eu évidemment beaucoup à cœur, quand j'ai eu la chance de prendre la direction de 42, de déployer 42 dans le monde entier, c'est une chose, mais aussi de faire en sorte à Paris qu'il y ait plus de diversité et plus de femmes. Et sur ce volet-là, donc on a monté un plan inclusion, mais sur le volet des femmes, j'aimerais juste
vous raconter, je vais essayer de faire pas trop long, ce qu'on a mis en place et pourquoi et ce qui a fonctionné, parce qu'il y a des endroits où c'est assez édifiant quand même. Mais ce qui a été mis en place, d'abord la première chose, c'était de faire en sorte que, on le sait, si vous arrivez dans un domaine où il y a 90 ou 95% d'hommes et 5% de femmes, mais je pense que ce serait l'inverse si on n'avait que des femmes et des hommes, il y a des comportements déviants qui se font obligatoirement. Donc il y a un problème de comportement. Après, on pourrait même regarder les choses sous un aspect un peu mécanique. On pourrait se dire entre nous qu'un mec sur 10, pour le dire gentiment, a des problèmes de comportement, ouais, un gros con, et que du coup, mécaniquement, quand tu as 90%, bah, tu en rencontres plus, voilà, tout simplement. Donc, ce qui était très important, c'est de faire en sorte que la structure, l'organisation veille sur la protection, ou en tout cas le bien-être des femmes quand elles arrivaient. Donc, les premières choses qu'on a faites, c'était de mettre des règles sur Slack, des règles de comportement, et aussi de créer un outil pour permettre aux femmes, mais aux hommes, qui étaient victimes ou témoins de sexisme, mais aussi tous les trucs mochants, racisme, jeunisme, tout ce que vous voulez, de pouvoir immédiatement alerter la direction. Et de pouvoir alerter la direction et de personnes qui sont aussi référentes mixité. Et ça, c'était important parce que ça veut dire qu'il y a un œil bienveillant qui veille sur vous et que si jamais il y a un problème, vous pouvez toujours alerter. Et c'est pas que alerter, c'est alerter et puis ensuite, il y a des process et il y a des sanctions. Donc ça, c'était la première chose très importante. Et il faut savoir le dire parce qu'il faut savoir avouer et regarder en face le fait que oui, il peut y avoir des problèmes de comportement. Ensuite, il y avait un peu de nudge. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le nudge, c'est mettre en place des choses qui font penser à. Le plus grand exemple de nudge, c'est les mecs qui pissent partout quand ils pissent dans les toilettes. Et en fait, c'est de mettre une petite mouche au fond, qui du coup, ça les amuse beaucoup plus de viser la mouche, qui fait qu'ils en mettent beaucoup moins partout. Voilà, ça, c'est le principe, c'est le truc du nudge. Donc là, en fait, le nudge qui était plus pour se dire, vous avez votre place ici. Ça avait été à 42 dans nos anciens bâtiments. Entre-temps, on a déménagé, mais vous allez voir, ça va être magnifique quand on va retourner là-bas. C'était juste de mettre des toilettes pour les femmes. Il n'y avait pas de toilettes pour les femmes. Mais des toilettes pour les femmes, de mettre des serviettes hygiéniques, des tampons, etc. dans les toilettes. Et on avait aussi des sèche-cheveux Dyson à la sortie des douches. C'était quand même assez classe. Bon, c'est des petites choses. Je pense qu'il aurait fallu pousser plus. En tout cas, on a déjà fait ça. Puis, ça a été de changer la communication en interne. On avait fait des expos avec Hélène Leny, des expos de femmes dans les STEM. On a fait venir des speakers dès que c'était possible, des femmes qui parlaient des expertes. On a changé la communication externe aussi, on a refait tout le site internet, on a mis des femmes un peu partout. On a changé notre communication aussi, même dans le recrutement. On a revu tous les textes partout, on a essayé justement de dégenrer, d'enlever tout ce qui pouvait porter dans le mauvais sens. On s'est appuyé sur des alliés. Parfois temporaires, mais des alliés en interne et en externe. On avait des associations en interne. On en manque un peu, donc si vous voulez continuer à porter la bonne parole, particulièrement à l'externe, aller voir dans des collèges, dans des lycées, faire œuvre de rôle modèle, on en reparlera. Et puis des alliés externes aussi, Wi-Fi, Bicomtech, enfin toutes les associations, Social Builder, etc., qui travaillent pour la place des femmes dans la tech, et surtout Pôle emploi, pardon. Et encore, j'ai pas dit ANPE. Hein. France Travail, excusez-moi. Donc France Travail qui a été un puissant allié aussi pour nous aider à convaincre des femmes à venir et à venir à 42 pour tester le code. Et justement, on a aussi mis en place des formes de quotas un peu, c'est-à-dire on a réservé des places pour les piscines pour les femmes, parce que si on ouvre les places, mais ça se remplit en 3 secondes d'hommes, qui, eux, savent très bien que c'est génial, que la tech, c'est super, c'est valorisant, t'es bien payé, c'est des métiers d'avenir. Puis comme c'est des bonhommes, bah, de toute façon, ils ont leur place. Donc c'est vraiment... Alors qu'évidemment, les femmes, on peut en parler après, se sentent plus illégitimes. Donc on a conservé des places pour les femmes, pour qu'elles puissent avoir le temps de s'inscrire, pour mener des actions. Et puis, un truc qui a le plus fonctionné, c'était les piscines disco. Les piscines disco, quand on les a fait au début, les piscines disco, donc c'est 1 semaine de découverte du code, c'est entièrement gratuit. On en a fait au début et on en a fait pour tout le monde. C'était juste des piscines disco. Je pense qu'on devait avoir, je sais pas 10% de femmes, peut-être 5%, j'en sais rien. C'était vraiment misérable. Et quand on a fait des piscines disco spéciales femmes, là, ça a tout changé. Mais ça veut dire quelque chose quand même d'énorme. Ça veut dire que quand on a fait des piscines disco pour les femmes, tout d'un coup, certainement beaucoup de femmes qui n'étaient pas venues ou qui s'étaient même peut-être pas dit c'est possible, ça a déclenché quelque chose. Déclenché quelque chose où elles se sont dit tiens, comme c'est pour moi, bah, peut-être que c'est possible pour moi. Mais il y a aussi autre chose, malheureusement, qui était que le fait d'être entre femmes,
les a rassurées. Le fait d'être entre femmes a fait qu'elles se sont dit « Ok, moi je suis nulle ». T'es nulle, c'est normal, tu découvres. C'est une piscine de découverte. C'est normal d'être nulle, enfin, de ne pas savoir quand on commence. Mais cette illégitimité profonde, vous allez voir que ça pousse encore plus loin, du coup, le fait de faire que pour les femmes a fait que ça a permis de déclencher des actions, des femmes qui sont venues, qui se sont senties plus rassurées, dans un milieu peut-être plus bienveillant, et elles pouvaient découvrir le code. Mais ce qui m'a le plus peut-être effarée, c'est que non seulement, évidemment, elles ont vécu une expérience extraordinaire, parce que pour deux raisons. D'abord, je pense qu'elles ont découvert le code et que c'était hyper chouette, c'est hyper ludique, c'est rigolo, c'est amusant, tu te fais chier, tu fais travailler ton cerveau, tu trouves une solution, c'est gratifiant, tu es content, puis c'est hyper intéressant, puis tu peux faire plein de trucs. Et puis, le fait de travailler ensemble, la piscine Discovery, c'est la même méthode pédagogique que 42, donc c'est du peer learning, on apprend ensemble, on travaille ensemble, on s'entraide, c'est super. Et le truc le plus dingue quand même a été cette phrase qui a été répétée et que j'ai eu encore chez des étudiantes à qui on demandait et qui disait ce truc, tenez-vous bien, parce que moi ça continue de m'effarer, c'était « Eh ben dis donc, je ne pensais pas que j'en étais capable ». Qu'est-ce qui, dans notre société, a fait qu'une femme puisse se sentir moins compétente sur une tâche intellectuelle qu'un homme? C'est invraisemblable, c'est incompréhensible en fait. Que sur une tâche physique, je peux comprendre, mais qu'est-ce qui a fait que nos petites filles grandissent et qu'elles se disent en fait, moi, j'en serais pas capable. Lui, c'est un homme et il en sera capable. C'est terrible. Donc, vous voyez qu'on doit lutter contre un truc qui est quand même très, très fort. C'est pas que la tech, c'est énorme. Je ne vais pas rentrer dans toutes des considérations sur ce sujet qui sont beaucoup plus loin que la tech, qui sont une société dans laquelle on a une division socio-sexuée qui est très très forte, les petites filles d'un côté, les garçons de l'autre, dans lequel on a des différences de salaire, dans lequel on a le patriarcat, dans lequel on a tout ça et un manque de rôle modèle. Donc vous voyez, c'est tout quelque chose d'assez gros sur lequel on doit lutter, sur lequel on essaye chacune d'apporter notre petite pierre à l'édifice, mais c'est extrêmement important que les femmes puissent aller vers la tech. Vous avez tout un rôle à jouer là-dedans, vous avez tout un rôle modèle à jouer là-dedans, c'est très important. Si vous êtes dans la tech, vous êtes rôle modèle et vous devez le faire savoir et ça doit se voir autour de vous. Même si vous ne travaillez pas dans la tech, vous pouvez dire à une fille, à une cousine, à une tante, etc. c'est possible pour toi et ouvrir les voies. Pourquoi? Parce que très rapidement, c'est pas juste on a besoin de femmes dans la tech, c'est toujours objectisant, c'est un peu dur de dire ça. C'est un peu comme si on était en guerre et qu'on a besoin des bonnes femmes pour partir à la guerre. Je sais pas, il y a un truc qui donne pas nécessairement envie. Mais c'est surtout des opportunités de travail qui ne sont pas ouvertes parce qu'on a cette sorte de voile en fait, qui nous fait croire, parce qu'on a internalisé le fait que ça n'était pas fait pour nous ou qu'on n'était pas capable. C'est terrible. En comparaison, je ne sais pas si vous avez vu, zut, j'ai oublié le nom du film, Les femmes de l'ombre. Film extraordinaire, où il y a quand même une actrice noire qui, les larmes aux yeux après, disait « On m'a volé mes rêves, je ne pensais pas que je pourrais incarner un jour une femme scientifique. » C'est-à-dire qu'elle ne pensait même pas que ce rôle était possible pour elle parce que c'était une femme noire. Enfin, voilà, donc ça veut dire lutter contre tout ça. Donc vous êtes actrice de ça. Nous, on essaye de mettre notre petite goutte d'eau dans l'océan. On a réussi à passer de 12 à 30% de femmes, et vraiment bravo et merci beaucoup à l'équipe com, aux équipes pédagogiques, à toutes les équipes de 42 qui se mobilisent sur ce sujet. Mais vous voyez qu'on continue à essayer de faire bouger les choses. Et ce soir est une des actions que nous menons pour essayer de faire bouger les choses. Et à nouveau, je remercie énormément Sanae qui a absolument tout organisé avec son équipe de A à Z et toute ton équipe qui est formidable aussi. Et l'intérêt justement, ça va être d'avoir des rôles modèles et de voir comment on peut faire dans la tech, comment on peut exister dans la tech, qu'est-ce qu'on peut y faire. Et je te passe la parole pour que tu parles du programme. Et je vous remercie beaucoup et je vous remercie d'être là, sincèrement. Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. L'idée du coup de ce soir, c'est une soirée en deux parties. Une première partie qu'on a appelée 42 Success Stories, parce qu'on est hyper fiers des étudiantes de 42 et des anciennes étudiantes de 42. L'idée, c'est que vous allez voir, en fait, on va avoir 3 parcours de reconversion. On va commencer par Maë, qui vous l'expliquera, qui était dans l'art et qui aujourd'hui est dans l'intelligence artificielle. On passera ensuite à Christelle, qui était institutrice et qui aujourd'hui est développeuse. Et enfin, on finira par Tiffany, qui était dans l'événementiel et qui est aujourd'hui dans l'informatique quantique.
L'idée, c'est donc de vous montrer que c'est possible, que peu importe ce que vous faites aujourd'hui, il y a différents parcours et que c'est notamment possible de travailler dans la tech. Donc ça, c'est la première partie de soirée. Deuxième partie de soirée, c'est de montrer concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans la tech. Avec, bien sûr, malheureusement, on ne pourra pas vous faire un panorama de tous les métiers dans la tech, mais on va vous en présenter 3. Développeuse, avec une super développeuse Emma qui est dans la salle, de Alan, Product Manager avec Laetitia de Evaneos, et enfin Data Scientist avec Ariel de Deezer. Voilà pour le programme, et sans plus attendre, je laisse la parole à Maë. Bonsoir à toutes, à tous. Du coup, alors moi je m'appelle Maë, j'ai 31 ans et j'ai fait partie de la piscine de juillet 2018. Donc ouais, ça remonte un petit peu. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aujourd'hui à 42 qui n'existaient pas encore à mon époque, si je puis dire. Mais je suis très contente de voir comment ça se développe. Alors, il faut que je vous parle de mon parcours. Donc avant 42, moi j'étais pas du tout dans la tech, même si l'informatique m'avait toujours beaucoup attirée. J'étais dans un domaine qui est complètement différent, c'est-à-dire que j'étais directrice artistique. Plus spécifiquement, j'étais illustratrice, c'est surtout là que je trouvais mes missions. J'ai fait des études, j'ai fait les Beaux-Arts de Toulouse, après j'ai fait une école d'art graphique dans la région parisienne et je me suis lancée en tant que directrice artistique freelance. Et les choses ont fait que ça s'est quand même bien goupillé pour moi au début et j'avais pas mal de missions et ça se passait bien, mais j'étais quand même pas satisfaite de mon quotidien. Je me suis rendu compte que j'appréciais pas trop de monétiser ce qui à la base était une passion. C'est un peu compliqué de s'en rendre compte après 7 ans d'études, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et je me suis dit, bon là ça se passe super bien pour toi et t'es quand même pas satisfaite. Ça veut dire qu'il faut probablement faire autre chose comme métier. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je pourrais faire de mon métier, qu'est-ce que je pourrais faire en tant que métier tous les jours de ma vie, enfin jusqu'à la retraite, et ne jamais m'en fatiguer, que ça soit toujours passionnant, intéressant. Et j'ai pensé à l'informatique en général. Et j'en ai parlé à une amie, et elle m'a dit, mais est-ce que tu as entendu parler de 42 ? Et je lui ai dit, non mais c'est un projet, déjà 42, oui, j'en ai entendu parler, c'est hyper impressionnant. Et moi, j'ai eu 8 au bac de maths, donc je pense que ça ne va pas le faire. Et elle m'a dit, mais déjà n'importe quoi, et juste essaye, passe les tests là en ligne, tu verras bien. Et je me suis dit, bon, j'avais rien à perdre, donc j'ai testé, j'ai fait les tests, et en fait, ça s'est plutôt bien passé. J'ai donc ensuite pu faire la piscine de juillet 2018. Et alors, Sophie disait que c'est peut-être pas exactement une école, c'était la plus belle expérience scolaire de toute ma vie. La piscine, plus précisément, c'était... moi j'ai fait beaucoup de colos, je ne sais pas si vous avez fait des colos quand vous étiez jeune. Moi j'en ai fait pas mal et j'étais toujours un peu en décalage, donc ça se passait pas très bien, je me sais pas facilement des amis, mes parents manquaient, c'était pas ouf. Là, c'était comme une colo, dans laquelle je devais travailler en plus, mais c'était génial. Je me suis fait des amis vachement rapidement. Il y a un petit peu une chose que vous allez découvrir au début de la piscine, c'est si vous ne savez pas, demandez à votre voisin de gauche. S'il ne sait pas, demandez à votre voisin de droite. Et là, ensuite, après, vous pouvez commencer. L'idée, c'est vraiment de communiquer, et c'est comme ça que j'ai très vite créé du lien avec d'autres personnes qui passaient leur piscine avec moi. Et c'était génial, j'ai pas vu passer le temps. Effectivement, on travaillait beaucoup. Je me rappelle qu'on faisait du 8h, 23h. Mais en plus de ça, je dormais pas à 42, où maintenant il y a NOC, mais à l'époque il n'y avait pas NOC, où vous pouvez rester dormir. Donc vraiment, je rentrais chez moi, je dormais, je me réveillais, je repartais. Mais c'était génial, c'était trop bien. Ah, c'était trop bien. Vraiment, limite, qu'est-ce que je donnerais pour retourner et vivre ce mois incroyable. Au terme duquel donc j'ai été acceptée à 42 et j'ai commencé ma formation. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de branche pour l'intelligence artificielle. C'était quelque chose qui était encore un peu assez balbutiement. Mais par contre, il y avait une association qui s'appelle 42 AI et qui, je crois, existe toujours et qui proposait des bootcamps à l'intérieur de l'école. Donc des bootcamps en Python, qui est quand même le langage principal utilisé dans le machine learning, et des bootcamps de maths, vraiment, ma bête noire, des bootcamps de maths pour vraiment comprendre les bases du machine learning, régression linéaire, régression logistique, etc. Et je les ai faits. Et ensuite, je me suis mise à la recherche d'un stage, et c'est là que j'ai rencontré celui qui deviendra mon mentor, et qui m'a permis de commencer un stage en recherche. Alors, à l'époque, on pouvait faire des stages de recherche en machine learning sans faire un PhD.
J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Je pense que ça doit toujours être possible, mais disons que c'est un peu compliqué à trouver. Ça se fait, je pense. Et du coup, j'ai eu la chance de faire ce stage en recherche dans cette petite boîte, sous la direction d'un PhD. Donc moi, 8 au bac de maths, je le rappelle, profil à la base je faisais de l'art, je commence à faire un stage avec un gars qui a un PhD en data science, on venait de mondes complètement différents et vraiment c'était incroyable, j'ai appris énormément avec lui et ça m'a permis vraiment de créer un lien avec quelqu'un que j'aurais jamais pu croiser autrement, quoi. Au terme duquel j'ai été embauchée en CDI dans cette boîte. J'ai fait 1 an là-bas et après j'ai eu envie de changer un petit peu, donc j'ai fait d'autres boîtes et j'ai atterri là où je suis actuellement, qui est cette fois-ci pas une petite boîte de machine learning spécifiquement, mais ce qu'on appelle un cabinet de conseil. Alors, les cabinets de conseil, aussi appelés ESN ou SS2I plus à l'ancienne, je sais que ça n'a pas forcément une très bonne presse. Moi, j'ai eu de la chance. Comme quoi ça existe et je connais au moins 2-3 autres cabinets de conseil pour lesquels ça se passe très très bien. Donc c'est souvent des endroits où l'idée c'est d'être déplacé en mission chez un client qui est le client de votre entreprise et ça peut comme dans toutes les entreprises en fait ça peut bien ou mal se passer. Moi, ma boîte s'appelle Imaya et j'adore ma boîte, vraiment. Je dis pas ça pour essayer de... Voilà, c'est sincère. Je pense que j'ai une majorité d'expériences dans la tech qui sont avec des gens qui sont très bienveillants, que les valeurs d'humanisme que vous découvrez ici, à 42, ce sont des valeurs qui sont partagées quand même par beaucoup de gens dans la tech, même si quand on voit les profils qui font beaucoup entendre parler d'eux actuellement, par exemple aux États-Unis, on peut se poser des questions. On n'est pas tous comme ça, on est même très loin d'être tous comme ça. Et il y a des gens qui sont dans des positions de pouvoir dans la tech qui croient vraiment en ces valeurs. Et du coup, c'est la boîte dans laquelle je suis. Et pour illustrer un petit peu ces valeurs-là, ma boîte, en plus de mon travail dans différentes missions, donc j'ai oublié de vous donner le nom de mon rôle, excusez-moi, je suis Machine Learning Engineer. C'est en gros un software engineer spécialisé dans l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est mon métier dans la vie de tous les jours. Mais à côté de ça, ma boîte me permet de participer à des commissions de normalisation qui nous concernent tous et tous dans l'Europe, mais aussi à l'international. Parce qu'en ce moment, l'industrie de l'intelligence artificielle se développe, elle a besoin d'être normée et on a besoin de statuer sur comment est-ce qu'on fait les choses dans le respect de la planète, dans le respect du droit des personnes, du droit des artistes. Et donc, j'ai cette possibilité-là avec ma boîte qui me laisse la représenter à travers l'AFNOR, qui est donc l'Institut de normes pour la France, puis aussi à travers le CNCNELEC à l'échelle européenne et l'ISO à l'échelle internationale. Donc il y a quand même une grande souplesse, et c'est ça que j'aime bien dans mon métier, c'est qu'on va souvent être dans des rôles dans lesquels on vous fait confiance. On sait que vous êtes capable et on connaît votre profil, on apprend à vous connaître et on vous laisse faire les choses. Je suis pas, on a parlé je crois qu'à un moment on a parlé d'horaire, mais ici, à 42, vous faites vos horaires et c'est quand même assez représentatif d'un certain courant dans la tech, dans lequel on ne va pas vous fliquer. Enfin, moi, j'aurais carrément envie de vous dire, si vous êtes dans une boîte dans laquelle on commence très vite à vous fliquer, red flag. Toujours est-il que ça fait que je suis assez à l'aise dans mes horaires. Je fais quand même pas mal de télétravail. Ça reste quand même pas la majorité, heureusement, parce qu'il faut quand même voir les gens. Même si je suis très fan du télétravail, mais je me suis rendu compte avec le temps que voir les gens, c'est important. Je pense que c'est aussi quelque chose dont on s'est tous rendu compte avec le confinement. Mais voilà. Toujours est-il que dans mes missions, dans la vie de tous les jours, ce que je fais surtout, c'est, on va dire, du développement, surtout Python, autour de la data science. Donc, mon métier, Machine Learning Engineer, c'est un métier qui est souvent pratiqué par des gens qui ont fait un parcours de data science, donc pour dire les choses un peu, pour résumer, de la statistique, et qui ensuite se sont intéressés au développement. Moi, je suis un peu à l'inverse, je suis software engineer et je me suis intéressée à la data science. C'est un profil un peu plus rare, mais il y a plein de manières de devenir machine learning engineer. Et actuellement, l'intelligence artificielle, avant, on développait beaucoup de modèles, donc on avait besoin de beaucoup de statisticiens, et maintenant, on a beaucoup plus besoin de développeurs, de développeuses, pour, on va dire, organiser un petit peu tout ça, parce qu'on s'est rendu compte que, grosso modo, réinventer tous les modèles déjà existants, ça ne servait pas à grand-chose, et la grande différence, c'est la donnée. Donc là, c'est vraiment des profils software engineer, des profils développement, typiquement le genre de choses que vous allez apprendre à 42 qui vont être recherchés. Et donc c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Est-ce qu'on passe au Q&A? Très bien. Bah écoutez, est-ce que vous avez des questions? Il y a une question là-bas.
Python, ah oui. Alors, le Python est un serpent qui... Non, alors... c'est pas le serpent. Le Python, c'est un langage de programmation qu'on va appeler un langage de programmation haut niveau. C'est-à-dire que, pour résumer vraiment de manière très simple, on peut faire plus de choses avec moins de lignes de code et en se prenant moins la tête qu'avec un langage bas niveau dans lequel, pour faire différentes tâches en programmation, on a par exemple besoin de mémoire. Avec un langage bas niveau, il va falloir lui dire « Ok, j'ai besoin que tu fasses tant de trucs avec tant de mémoire, il faut tout lui expliquer ». Bon, ça fait qu'on peut beaucoup plus optimiser parce qu'on contrôle absolument tout. En Python, c'est plutôt du haut niveau et on contrôle moins, mais aussi... Un des trucs qui fait, c'est un peu un des péchés, je dirais, de l'industrie de l'intelligence artificielle qu'on est en train d'essayer de résorber, c'est qu'il y a beaucoup de choses à optimiser. Parce que jusqu'à maintenant, c'était bon, ça prend beaucoup d'énergie de faire ce genre de calcul. C'est pas grave, on achète un autre data center, c'est pas grave, on met encore plus d'énergie, on jette de l'argent dessus. Et là, je pense que maintenant que ça devient une espèce d'affaire d'État avec les différents LLM, ChatGPT, le chat, etc., qui sortent de partout, on va plutôt s'intéresser à optimiser les choses et peut-être qu'on va pouvoir revenir d'autres langages que Python. Mais toujours est-il qu'actuellement, le Python, c'est le langage principal de l'intelligence artificielle et on peut faire tout un tas de choses avec Python, pas que de l'intelligence artificielle, on peut faire des petits sites web, on peut vraiment faire plein de choses. J'ai fait un atelier avec des enfants récemment autour de l'IA, certes, mais c'était super simple à expliquer. Le Python, c'est un langage qui est très facile à enseigner aux enfants. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah, il y a d'autres questions. Oui ? Alors, je suis désolée, j'ai entendu vraiment une moitié. On n'a pas un micro pour... D'accord. Ah, il y en a un deuxième. Parfait. Alors, je crois que c'était légèrement différent. Je vais juste te laisser reformuler ta question avec le micro, histoire d'être sûr d'avoir compris. Bonjour à tout le monde. Du coup, en fait, je voudrais savoir si demain je deviendrais une développeuse en IA, qu'est-ce que je ferais exactement? Est-ce que je vais utiliser l'IA dans le développement des applications, des logiciels, etc. Ou bien c'est pour l'automatisation? Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert exactement l'IA dans le développement? Ok. Alors, moi, mon métier spécifiquement, ça va vraiment être de développer des IA ou de les maintenir. Mais c'est vrai que même dans mon métier à moi, maintenant, c'est vrai qu'on voit beaucoup de développeurs qui cèdent de l'intelligence artificielle pour travailler. Et ça va être un autre pan, c'est optionnel. Il y a des gens qui l'utilisent, d'autres qui ne l'utilisent pas. C'est vrai que dans nos outils de développement aujourd'hui, maintenant, il y a de plus en plus d'IA. Mais moi, mon métier, ça va vraiment être, bon, on a une intelligence artificielle qui prédit, je ne sais pas, le nombre de ventes de ce magasin-là. Elle est reposée sur les données de vente du magasin. Il y a tout un, on va dire, tout un truc en coulisses construit pour pouvoir faire ces prédictions. Et en fait, mon métier à moi, ça va être de vérifier que tout va bien, de l'améliorer, de peut-être changer le modèle, de voir si la gestion des données se fait bien. Souvent, quand on travaille dans des systèmes d'intelligence artificielle, on utilise plein de données. On a besoin d'apprendre des choses au modèle d'intelligence artificielle pour qu'il puisse faire des bonnes prédictions. Il a besoin d'exemples, en gros. Et un des gros problèmes de l'industrie actuellement, c'est ce qu'on appelle la data quality, donc la qualité des données. Souvent, les données qu'on va lui donner, elles ne sont pas de très bonne qualité. Par exemple, dans une mission récente, je devais nettoyer un petit peu de la donnée et déjà vérifier ce qu'il y avait comme problème. Et je me rappelle de fichiers clients où la personne avait moins 4000 ans. Du coup, ça, c'est une erreur, par exemple, qu'il faut... Alors, est-ce qu'on la filtre? Est-ce qu'on remonte aux gens qui récupèrent la donnée pour voir s'il y a une erreur ou quoi? Ça peut aussi être les gens qui font une erreur quand ils rentrent leurs informations et après, nous, on récupère une donnée avec des choses erronées. Mais par exemple, ça peut être de effectivement mettre en place un programme pour trouver les erreurs, les remonter. Est-ce qu'on les corrige? Est-ce qu'on les retire du dataset pour être sûr que ça influence pas négativement le modèle? Parce que si on lui donne des données erronées, il apprend mal. Ça peut être ce genre de choses. C'est tout un tas de tâches qui vont, au final, être des tâches de développement assez classiques, mais qui sont axées autour du développement d'un modèle de machine learning, donc un modèle d'une IA. Voilà. Merci beaucoup. Je me permets de faire le timekeeper. S'il y a d'autres questions, vous pourrez les poser à la fin. Il y a un temps d'échange de networking. Merci beaucoup, Maë, pour ton intervention.
Et je vous présente donc Christelle. Bonsoir. Du coup, moi, c'est Christelle Prouver. Je suis une de 2016, donc les premières piscines de 42. Et je suis à la base professeure des écoles. Donc titulaire, j'ai mon master, j'ai tout ça, le concours. Et le truc, c'est que j'étais dans une école qui avait la chance d'avoir des tableaux blancs interactifs. Donc, avec des CM1, j'ai fait une classe numérique. Tout simplement, je leur ai dit, vous venez avec vos ordinateurs portables. J'ai récupéré des vieux coucous, des vieux ordinateurs. J'ai mis des clés Wi-Fi dessus. J'ai créé des comptes Google. J'ai fait des codocs. J'ai fait la méthode française, c'était la méthode Pico. J'ai tout mis sur des documents Word, éditables, et je leur ai donné. Et le truc, les tableaux blancs interactifs, vous voyez, c'est une grande tablette sur laquelle vous cliquez et hop, c'est interactif. Et ça date de 2016, donc du coup, il n'y a pas les ressources qu'il y a maintenant. Et en sciences, le programme, c'est mélanger solutions. Vous savez, l'eau qui se mélange avec l'huile ou l'eau qui se mélange avec le sirop. Et tout simplement, on a envie de cliquer et de savoir si ça se mélange. Et quand on est prof des écoles, on cherche des ressources, non pas à l'école, mais à la maison, bien sûr, devant la télé le soir. Et le truc, c'est que je n'arrivais pas à trouver une ressource qui faisait tout simplement ça. Donc, je m'énervais. Pour vous dire, j'étais dans le salon, un couloir, au fond du couloir, dans sa chambre, en train de jouer à l'ordinateur, mon compagnon, qui jouait à Battlefield et qui trouvait que je faisais plus de bruit que lui. J'ai donc eu le droit à « Pourquoi tu cries ? Mais j'arrive pas à trouver ce que je veux. » Ah bah du coup, t'as qu'à le développer toi-même. Alors attendez, je vous explique. Déjà, pour devenir prof, j'ai un bac scientifique, SSVT même, spé maths. Je l'ai eu au rattrapage. Je me dirige donc vers les professeurs, vers les écoles pour devenir prof. Donc une licence maths informatique, j'ai fait maths. Première année informatique se passe très bien, maths se passe bien. On me dit, ah mais attends, en troisième année, tu veux faire pluridisciplinaire, tu veux faire un truc préparation concours. Des écoles, pas de souci, tu es obligé de faire maths. Ok, je tente ma deuxième année de maths, je la réussis pas. Je la retente, je la réussis pas. Donc, la pluridisciplinaire était maths, STAPS, sciences du langage. J'ai fait STAPS, sport-études, je ne vais pas y aller. Maths, j'ai tenté, j'y arrive pas. Ok, je tente de passer par les sciences du langage. Je fais une validation d'acquis, donc je ne rentre pas en première année, je rentre directement en deuxième année, et ça se passe nickel. Ça se passe bien. J'arrive en troisième année, pluridisciplinaire, toute contente, et là, je vois une petite qui arrive de... Ah bah, la licence, la première que j'avais faite, parcours informatique, ah, ils t'ont accepté. Bon, bah d'accord, bon, bah moi, on m'avait dit la 1, voilà, tant mieux pour toi, moi j'ai 3 ans de retard, c'est pas grave, je continue. Donc du coup, je me retrouve tout simplement à faire ma licence pluridisciplinaire, mon master, et j'avais fait informatique une année, et mon compagnon me dit, bah t'as qu'à le développer toi-même. Je me dis, c'était il y a 10 ans, c'est quoi cette histoire ? 15 jours auparavant, il avait vu le reportage sur l'école 42. Et il s'est dit, ah bah t'as qu'à le tenter. Moi, pour rigoler, je tente la première sélection sur Internet. Elle fonctionne. Ok, la plus longue après. Parce que là, au début, c'était 20 minutes, je crois. Après, il y avait un test de 3-4 heures. Je tente le deuxième, je suis sélectionnée pour la piscine. Je fais quoi ? 1 mois de test. H24, 7 jours sur 7. Je suis prof des écoles. À quel moment j'ai 1 mois de vacances ? Ben non, juillet, il y a les journées pédagogiques, et août, il y a les journées pédagogiques. J'ai pas 1 mois d'affilée, soit juillet, soit août, c'est impossible. Et il n'y avait pas les piscines en septembre non plus à cette époque-là, c'est vraiment l'ancien temps. Bon, je vais voir ma directrice. Je lui dis, écoute, j'ai possibilité de tenter l'école 42, je ne sais pas si je vais être prise ou pas. Qu'est-ce que je fais ? Elle fait, bah écoute,
Je te dispense d'être présente aux journées pédagogiques, vas-y, tente. Ok, bon coup. Je tente, juillet 2016. Je lui ai dit, par contre, si je suis prise à la rentrée, je ne veux pas les CM1, je veux les petites sections. Parce que comme ça, le soir, je pourrais coder, et la journée, je serai à fond dans mon travail. En CM1, il y a les corrections le soir, juste pour rappel. Du coup, je me retrouve tout simplement à faire la piscine. Juillet 2016 se passe très bien. Dans la file d'attente, j'ai rencontré une personne, j'ai fait tomber son téléphone en fait. On a bien sympathisé et tout simplement on a continué, on s'est installés ensemble et on était une rangée de 6. La première intervenante nous a gentiment dit, la première consigne est on regarde à gauche, on regarde à droite et sinon on appelle Google. Mais c'est la vraie consigne, c'est on sociabilise. La seule façon qu'au final on ait survécu à cette piscine, c'est qu'on a investi ce rang-là. Tous les jours, on était tous les 6 ensemble. Et on a avancé. Chacun avait sa petite chose, sa petite dose. Il y en avait un, il était super bon dans un domaine, l'autre était super bon dans un autre. Moi, j'étais... Bref. Mais donc, du coup, on s'est tous entraidés sur certains points. Ce qui a fait qu'on a tous été pris. Et quand on a demandé à un moment donné le bocal, puisque donc le bocal de 42 sont des anciens étudiants, ils nous ont dit, c'est rare que dans un groupe qui se forme, les 6 soient pris. Généralement, il y en a 2, 3. Mais là, pour le coup, on a tous été pris. Et donc, la piscine, à cette époque-là, je ne sais pas si c'est encore valable, c'est quand on l'a réussi, ils nous disent, vous faites la rentrée quand vous voulez. C'est-à-dire que je n'étais pas obligée de faire ma rentrée en 2016. J'aurais pu faire ma rentrée en 2017 ou en 2018. Sauf que ceux avec qui j'étais, eux, c'était des petits jeunes. Ils n'avaient pas d'école. Ils ont dit, nous, on fait la rentrée en novembre. Ok. Je ne voulais pas me retrouver toute seule. Je voulais rester avec mes copains. J'ai fait pas de soucis. Je fais ma rentrée. Novembre 2016. Avec les petites sections. Donc, petite section et 42 en même temps. J'avoue que j'ai trimé. J'ai fait du 7 jours sur 7. À l'école primaire, c'était à l'époque où il y avait les mercredis qui étaient encore pas avec de l'école le mercredi matin. Mais parce que j'étais dans l'école privée, j'étais dans l'enseignement privé catholique, sous contrat avec l'État. Mais par contre, le mercredi matin, quand les parents travaillaient et qu'il n'y avait plus de centre aéré à ce moment-là, justement, on leur proposait des activités. Je pense que je n'avais pas encore assez de choses à faire, donc le mercredi matin, j'animais des ateliers d'informatique avec eux. Donc j'ai fait mes petites sections, plus le mercredi matin, et puis tous les soirs et les après-midi, j'étais à 42, avec mon ordinateur. J'ai investi dans un Mac, tout simplement, puisque donc l'école a des Macs, et pour éviter la compatibilité, j'ai pris un Mac. À la base, j'en avais pas, j'ai investi. Donc j'ai fait du 42 tous les soirs, tout simplement à coup de réveil, de 20h à 23h. 3 heures de code tous les soirs. Les mercredis après-midi, j'allais à 42 pour push mon travail et puis me faire corriger. Et les samedis, dimanches, la même chose. Bien sûr, le samedi et le dimanche, je n'y allais pas au niveau des horaires trop tôt ni trop tard. C'était pour éviter les bouchons. Ou sinon, je faisais du 10h, 23h. Comme ça, en fait, j'y allais, je suis passée une grosse journée. Mais l'avantage, c'est que j'avais des copains. Parce qu'ils étaient jeunes, qui venaient tous les jours eux aussi. Et que, résultat, même si des fois, on n'était pas sur les mêmes projets, ils étaient quand même présents avec moi, et moi j'étais présente avec eux, et mine de rien, l'entraide, c'est tout ce qu'il vaut. Enfin, quand on passe une journée avec des copains, dès qu'on a besoin, c'est top. Donc voilà, donc mon école à 42, donc la première année, s'est passée avec les petites sections, et c'est si bien passé que j'ai débloqué le stage. C'était les anciens cercles de 42, donc résultat, c'est dès qu'on arrivait au stage au niveau 7. Donc, chaque projet nous permet de récupérer l'expérience et de cumuler des niveaux, comme la gamification dont Sophie parlait tout à l'heure. Et donc, du coup, j'ai débloqué le niveau 7. Et là, c'est, t'as plus le droit de faire de projet tant que t'as pas fait ton stage. OK. Stage de 4 à 6 mois. Je vous rappelle, je suis enseignante. Donc, j'ai fait, je fais comment ? J'ai demandé une mise en disponibilité de mon poste. Je leur ai dit, il va falloir que pendant 1 an, donc, je n'ai pas de revenus. Comment je fais ?
Mon compagnon m'a dit, mais même si tu dois aller chez McDo parce que tu n'as pas de travail, tu le feras. Je te connais, t'en veux, même si pendant un an, tu dois vendre des frites ou quoi que ce soit. Bon, c'est parce que j'avais déjà travaillé chez McDo avant. Et il faut bien payer les études. Donc du coup, il m'a dit, même si tu dois le vendre, c'est pas grave, va faire ton stage, tu seras payé 400 balles par mois pendant 4 mois, mais après, tu auras un revenu et puis tu reprendras ton poste dans la foulée. J'ai dit, ok, pas de souci. L'avantage, on y va. Ok. J'ai été soutenue par mon compagnon, donc j'ai fait bon, banco, on y va. Je dépose ma mise en dispo, je l'obtiens. Ça va, j'étais dans l'Oise, hein, je ne suis pas dans Versailles, Paris ou quoi que ce soit, qui eux sont en galère de prof et refusent les mises en disponibilité. Donc du coup, c'était à cette époque-là d'ailleurs. Donc j'ai eu ma mise en dispo, j'ai contacté. Alors, pour les anecdotes, j'ai contacté en fait une personne que je savais qui travaillait dans l'informatique. Comment je le savais? C'est parce que quand j'étais étudiante, je prenais le train. Et vous savez, quand on prend le train, on tombe souvent avec les mêmes personnes, puisqu'on monte toujours au même endroit, toujours dans les mêmes trains, toujours dans les mêmes horaires. Et oui, j'habite dans l'Oise, donc en banlieue, donc c'est des TER, c'est pas des RER. Donc je tombe toujours avec les mêmes personnes. C'est pas des métros non plus. Et donc, on a sympathisé avec cette personne-là. Donc pour le coup, je prenais le train aussi avec mon père. Hein, donc mon père, moi et cette personne-là, on a bien sympathisé. Et lui, s'était déjà reconverti dans l'informatique. Du coup, je lui avais envoyé un petit message et je lui ai dit, écoute, si tu entends parler de quelqu'un qui recherche un stagiaire, moi je cherche un stage. Il m'a dit, bah vas-y, viens avec moi. J'ai dit, ok, vas-y, banco. Je vais avec lui. Je me retrouve donc à faire une plateforme de test pour tester le code dans un langage que j'avais à peine regardé, puisque donc on arrive au stage, généralement on n'a pas beaucoup d'expérience à part. Moi j'avais fait un 42 SH, donc autant vous dire que ça ne m'a pas servi quand j'ai dû faire une plateforme pour tester une plateforme web. Le 42 SH, c'est, vous savez, des fois vous tombez sur un petit encadré noir sur votre écran où vous pouvez entrer des lignes de commande. Bah, en fait, ça ne sert pas à tester grand-chose. Bref, donc du coup, je me retrouve donc à faire quelque chose que je n'avais jamais fait, mais c'est pas grave, ça s'est bien passé. Et pour aller à ce stage-là, je prends mon train tous les jours, au même endroit, aux mêmes horaires, avec les mêmes personnes. Et sauf que 42, donc j'étais bloquée au niveau des sujets tant que je n'avais pas validé mon stage. Mais j'ai quand même la possibilité de voir les autres sujets. Donc ce que j'ai fait, c'est avec mes copains, puisqu'à ce moment-là, on était partis sur un projet de 4 personnes, puisque donc il y a des projets solo et des projets en groupe. Et ce projet-là est un bout de route. Tout simplement, on a une ISO d'un disque et on doit essayer de devenir administrateur dessus. Donc en gros, le craquer. Et donc pour ce faire, moi, vous savez, du 7 jours sur 7, on rentabilise le temps de train, on prend l'ordinateur et on code dans le train. Dans le train, j'étais en train de m'amuser à essayer de trouver les trucs. Vous connaissez Windows, vous connaissez Mac, vous connaissez peut-être Linux. Et en fait, il y a des petites choses qui s'appellent par exemple Kali Linux, qui elle est spécialisée dans la cybersécurité et qui elle te permet d'avoir des petits des petits scripts qui vont être utilisés spécialement pour hacker les choses. C'est comme ça, c'est développé dedans. Et le truc, c'est que ce hack-là a fait que je l'ai fait dans le train, et à la descente du train, il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a fait « Excusez-moi, madame ». Et là, je me suis dit « Mince, un relou ». Et je me suis retrouvée avec le monsieur qui me dit « Écoutez, je suis responsable informatique de ma boîte. Il va falloir que je m'améliore en informatique. J'ai vu que vous utilisiez Kali Linux. Est-ce que vous acceptez qu'on discute ensemble ?» Il s'est avéré qu'on prenait le train tous les jours, tout le temps, au même endroit, etc. Donc on n'a pas papoté ensemble. Au bout d'un mois environ, il m'a dit « Écoute, je recrute. Je veux te recruter, viens avec moi. » Je lui ai dit « Je fais OK. » Du coup, je l'ai rejoint. Je me suis retrouvée donc, dans une boîte à faire donc, c'était du marketing direct. Moi, j'ai développé des calculateurs, etc. dessus. Et après, pendant que j'étais chez eux, je me suis donc, avec 42, j'ai fait valider ça avec des temps partiels puisque j'ai demandé un 80%. Et oui, j'étais toujours en disponibilité, rappelez-vous. Et donc du coup, j'ai poursuivi après. Mon premier maître de stage m'a recontacté en me disant j'embauche, est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai dit écoute, pourquoi pas. J'ai tenté l'entretien, ça s'est très bien passé, un niveau tech et tout. Et là, j'ai la directrice des ressources humaines qui m'a dit en fait, on ne peut pas vous embaucher, vous avez un profil trop atypique.
vous avez fait votre conversion, etc. C'est trop atypique pour nous, on ne peut pas vous prendre. Ok, sauf que ça m'a donné envie de bouger. Donc j'ai continué à chercher les offres et en fait je suis tombée sur une offre sur 42. Il y a Job 42 dessus avec les offres d'emploi par les entreprises, des first internship, des last internship et des final internship et des emplois CDI et autres. Et dessus il y avait un truc dans la cybersécurité où il nous parlait de faire le front en fait, de faire toute la plateforme web et back-end pour rendre intelligible ce qu'eux ils avaient trouvé au niveau des failles de sécurité. J'ai fait vas-y Banco, j'y vais. Je vais avec eux, ça se passe très bien, jusqu'au Covid. Là, le Covid arrive, la boîte licenciement économique. Je recontacte mon premier maître de stage. Est-ce que tu connais quelqu'un qui recrute? Il fait moi. Je lui dis, si c'est pour me reprendre un profil atypique, non. Il m'a dit non, elle part en congé maternité, t'inquiète pas, c'est moi qui valide. Ok, j'y vais. Donc je l'ai rejoint. Et ensuite, lui est parti, des collègues sont partis, je me suis retrouvée toute seule à faire le travail de 3 personnes. Ils ont fini par recruter, et après je me suis pris tu t'investis un peu moins, mais en même temps je refais mon taf à moi et pas 2-3 personnes, c'est pas grave. Donc du coup, on sentait que la société périclitait un petit peu, j'ai senti la rupture conventionnelle possible, j'ai fait ok, pas de souci, je prends la rupture conventionnelle. Et je suis arrivée sur Slack de 42 en me disant, je vais aller voir les jobs de 42 dessus. Et au final, je me retrouve avec une offre d'emploi sur la société Olvid. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, Olvid, ce nom me dit quelque chose. La société de cybersécurité pour laquelle je travaillais à un moment donné a fait un salon qui s'appelait le FIC, donc le Forum international de la cybersécurité à Lille. Et les lauréats étaient à Olvid l'année où on y a été. Et je les avais rencontrés, J'étais tombée par hasard sur les fondateurs avec qui j'avais bien sympathisé. Je me suis dit, je vais candidater pour cette société Olvid, qui est donc une messagerie chiffrée. J'ai dit, écoutez, je candidate. Ils m'ont dit, votre profil est parfait. Pas d'atypique, pour le coup. Au contraire, ils nous ont dit, c'est atypique et on aime ça. Donc, Banco pour nous, rejoignez-nous. Et depuis le 2 décembre 2022, je vis ma meilleure vie professionnelle. Donc voilà, sachant que donc en 2019, j'ai donc démissionné de mon prof de prof des écoles puisque j'avais plus le choix, il voulait plus reconduire ma mise en dispo. Donc j'ai démissionné et je suis actuellement la plus heureuse possible. Merci infiniment, Christelle. Ne vous inquiétez pas pour les questions, on les prendra à la fin. Je vous introduis la dernière intervenante des 42 Success Stories, Tiffany. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et pas à tous, et je suis très heureuse de pouvoir dire ça. Merci beaucoup à 42 évidemment pour l'invitation et merci pour l'événement parce que je trouve ça vraiment précieux qu'on puisse tout être là ensemble. Donc merci pour ça, merci à vous d'être là. Le parcours n'a pas trop de sens, vous allez voir, comme la plupart des reconversions, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se retrouve pas à la fin. Mon parcours on va commencer post-bac, mais je commence avec des études de coréen, études de langue et de linguistique après un bac S, que je commence à Paris Diderot. Et en fait, en commençant ces études de coréen, je vais rencontrer quelques personnes, un petit groupe de personnes, avec qui on va commencer à aller sur des concerts. Donc au début, on va en concert, et les études, quand même, tout se passe bien. Et en fait, très vite, on se retrouve à travailler sur les concerts, et on s'est retrouvé à faire de la gestion de public, de la gestion de foule sur la voie publique et dans les événements. Donc en fait, concrètement, on gérait le public. Donc on se retrouve à bosser dans l'événementiel de manière pas du tout professionnelle, pas du tout officielle, mais c'était très cool. Et à force de venir intervenir sur ces concerts, on finit par monter une association pour que les gens aient quand même une entité à appeler. Et donc, je me retrouve dans cette vie où je suis en études la semaine, et puis dès qu'il y a une journée de concert, je suis moins en études, et puis je vais bosser sur le concert. Et ça pendant 2 ans. Et comme tout ça, ça ne paye pas les factures, j'ai un boulot alimentaire à côté. Et je commence le service client chez Itch. Donc tout ça, évidemment, zéro informatique tout le long. Donc études de langue, association dans l'événementiel,
et ce service client chez Itch. Et comment est-ce que je me suis... La première fois que j'ai commencé à penser à la tech, c'était chez Itch. J'étais en service client, on avait une équipe en France qui faisait 10h, 18h, une qui faisait 18, 2h du matin, et une qui faisait 2h, 10h du matin. Et ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième, c'est que Itch est une entreprise qui aime beaucoup faire la fête. Donc on fait beaucoup la fête, et on fait beaucoup la fête qui se terminait dans les bureaux. Et un jour, on fait la fête qui se termine dans les bureaux, donc il est, je sais pas, 1h, 1h30 du matin. Et là, j'ai mon équipe sur Slack, donc l'équipe, le créneau du soir. Les gens, la plateforme est down. Comment ça, la plateforme est down? Enfin, je veux dire, si ça roule pas, Itch, plateforme de VTC français, donc si la plateforme est down, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de course, il n'y a pas de revenus, au secours. La plateforme est down, et moi je suis là en mode, bah, je sais pas quoi faire, je ne sais pas. Donc j'attrape un dev vraiment à la volée, et je suis là, bah, la plateforme est down, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut faire un truc. Et je me retrouve, ça sonne comme une caricature, mais c'était vraiment ça, c'était une scène à la Mister Robot, où je me retrouve là sur mon PC avec le service, donc les utilisateurs en live qui nous font des retours, et 4-5 devs autour de moi qui sont tous en train de faire leur truc, de taper sur leur clavier. J'ai aucune idée de ce qui se passe, mais c'est très stylé. Et je suis là en mode, wow, j'ai trop envie de comprendre, évidemment, parce que je suis curieuse, et j'ai envie de faire partie de l'effort, quoi, parce que j'en fais partie à ma manière. Mais je sais pas, il y avait cette sensation d'équipe et de waouh, on est tous dans la galère, on y va ensemble. Et c'est la première fois que je me suis dit, bah, ça a l'air cool de l'autre côté de l'écran, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et plusieurs mois plus tard, où je suis là, donc la scène était cool, mais entre-temps, bon, il y a la vraie vie, il y a toujours les études, l'assaut, le boulot, tout ça. Et je finis par rencontrer quelqu'un qui me parle de 42. Et je me dis, ah oui, c'est vrai que c'était sympa, peut-être on va regarder ce qui se passe. Pareil, je m'inscris au test sans trop... bon, je l'ai réussi, je me dis, bon, je m'inscris à la piscine, ok. Et je me suis vraiment dit, on en rigole encore avec mes copains et copines de la piscine, je me suis vraiment inscrite à la piscine en me disant, ça va être trop bien, ça va être un mois de pause dans ma vie à genre 400 à l'heure. Enfin, de pause, on s'entend, parce que c'est intense quand même, mais je me suis dit, ça va être un mois où je vais rencontrer des gens, je vais apprendre plein de trucs dans tous les cas, donc ça va être trop cool. Et puis après, on retourne à l'assaut, qui était une entreprise, d'ailleurs, qui est devenue une entreprise juste avant que je fasse la piscine. Donc on retourne à l'entreprise, on retourne au master de linguistique à l'époque, et toujours le travail, parce qu'on ne paye toujours pas les factures sans ça. Donc un mois, et puis après, on retourne à la vraie vie. Spoiler alerte, je ne suis jamais retournée à la vraie vie. J'ai commencé ma piscine et c'était extraordinaire. Sophie m'a un peu piqué toutes les phrases que j'avais préparées. Mais si je dois dire un truc sur la piscine, sur 42 en général, mais sur la piscine, déjà c'est faites-le. Je pense que je ne tarie pas d'éloges sur 42, sur la pédagogie, sur la piscine, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a redonné confiance en moi. C'est quelque chose où je suis arrivée avec cet a priori de j'ai jamais vraiment été faite pour l'école. Je continue les études, mais les cours magistraux, c'est une tannée, c'est un enfer. Je tiens pas en place, je m'y plais pas et je sais pas apprendre. Je suis nulle, je le fais parce qu'il faut le faire, mais voilà. Et en vrai, la piscine, ça a été un moment où je me suis dit, mais en fait, je suis capable. En fait, je sais apprendre. En fait, je sais me motiver. Je suis capable de trouver les ressources. Je suis capable de le faire par moi-même. Je suis capable d'aider des gens et d'aller demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et mon parcours à 42, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup, on est là, on arrive sur un projet, et on voit la montagne et on se dit, waouh, ok. Celle-ci, c'est la montagne de trop. Celle-ci, c'est le projet où je suis trop dans l'inconnu, ça ressemble à rien que j'ai déjà fait, je vais jamais y arriver. Et puis on commence, parce que de toute façon, maintenant qu'on est là, on va y aller. Et on commence ce projet, et on commence à bosser, et on commence à poser des questions à gauche, à droite, et puis on commence à gravir cette montagne. Et en fait, au bout de quelques semaines, quelques mois, on a gravi cette montagne. Et non seulement on l'a gravi par nous-mêmes, mais en plus on est capable de se retourner et d'aider des gens à la gravir à leur tour. Et sincèrement, je suis un tout petit peu émue en parlant. Je pense que c'est un des trucs fondamentaux dans 42. C'est l'entraide, on l'a beaucoup dit. C'est les gens qu'on rencontre. Il y a des projets de groupe où vraiment... que ce soit la piscine ou les projets de groupe, ça forge des amitiés qui sont vraiment très précieuses, vraiment, vraiment très particulières.
parce qu'on galère ensemble et ça, ça resserre beaucoup les liens. Et voilà, et puis après 42, en fait, j'ai réussi à décrocher ce stage. Alors pareil, toute ma vie, je lance des trucs et puis la vie me dit oui et je dis bon, on y va. Alors je ne m'attendais pas, mais on est parti. Et Alice et Bob, c'était ça. Alice et Bob, c'est une entreprise qui fait partie des leaders mondiaux et leaders français de l'informatique quantique. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas, je ne pense pas pouvoir tout décrire ici, mais il faut se dire que c'est un domaine vraiment, vraiment, vraiment incroyable, dont j'ai beaucoup de chance de faire partie. Et aujourd'hui, je suis software engineer chez eux, donc j'ai eu le stage qui s'est bien passé, donc, qui a été converti en CDI. Et software engineer chez Alice et Bob, ça consiste dans mon quotidien à développer un outil. On est en Python aussi, toujours pas le serpent. On développe un outil en Python qui est l'outil qui va être utilisé par les physiciens et physiciennes au quotidien pour faire leurs expériences. Et voilà, il faut se dire juste, dans un ordinateur normal, on a un bit, qui est l'unité d'information, 0 ou 1. En informatique quantique, on a un qubit, un bit quantique, qui va être dans un état plus compliqué que 0 ou 1. Et aujourd'hui, ils font des recherches pour essayer de bien comprendre ce qubit, pour ensuite pouvoir l'utiliser et vous faire des super ordinateurs. Donc voilà, donc aujourd'hui, je développe cet outil qui aide à la recherche en informatique. J'aide à développer, j'aide à débugger, beaucoup de débugage. Et voilà, je côtoie des gens qui sont absolument brillants au quotidien. Et c'est un truc qui est vraiment très exaltant dans le boulot. On retrouve un peu ce truc que j'avais à 42 d'arriver au pied d'une montagne, alors que ce soit un bug, que ce soit un nouveau truc qu'on veuille implémenter, on est en mode vous êtes sûrs les gars? Je suis pas sûre. Et puis on le fait, et puis on y arrive, et puis c'est trop cool, et puis c'est vraiment très stylé. Et je suis très fan de mon boulot. Et voilà, et je bosse avec des gens incroyables, et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Merci beaucoup. Je suis navrée pour les questions. On les prend toutes à la fin. Et surtout, à la fin, il y a un petit temps de networking où on va pouvoir échanger de façon informelle. Merci mille fois, Tiffany, May et Christelle. Le message qu'on voulait vraiment vous faire passer, promis, on ne les a pas payés pour parler de 42. Le message qu'on voulait vous faire passer, c'est surtout ça à retenir, je pense, c'est que c'est possible. Vous avez vu, elles ont toutes des parcours complètement différents les unes les autres. Aujourd'hui, ça me faisait sourire parce que vous avez vu, elles ont des métiers hyper techniques dont on parle et dont on a du mal à savoir un peu ce que c'est, de mettre le doigt sur ce que c'est l'intelligence artificielle, sur ce que c'est l'informatique quantique. Et il faut juste se souvenir qu'il y a 3-4 ans, en fait, elles étaient au même niveau que voilà. Et donc le message qu'on veut vous faire passer surtout, c'est que c'est possible. Voilà, c'est possible d'aller sur des métiers tech, si tant est bien sûr que ça vous plaît.